sortir des leviers publicitaires, ça a été aussi une solution nous, qu'on a proposée pour pouvoir justement régler cette problématique-là. Aujourd'hui, on peut découvrir une marque grâce à une ads sur Meta et acheter 6 mois plus tard grâce à une publicité Google. Plus un e-commerçant va être prêt à payer cher son achat, plus derrière, forcément, il va avoir un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier puisque je suis avec Valentin. Valentin, c'est le Head of Performance de l'agence XPLR. Tu es aussi mon associé, tu es la première personne qui m'a rejoint dans l'aventure. Donc depuis 2020, Valentin, il fait de l'ADS sur Meta, sur Google, tu échanges tous les jours avec des e-commerçants. Et ça fait une bonne grosse année maintenant que Valentin il s'est plongé à fond dans le sujet de l'analyse quand on est une marque e-commerce et qu'on investit à la fois sur Meta, sur Google. Donc ça va être notre sujet du jour. Vaste sujet. Ouais, vaste sujet comme tu dis. Alors, on s'est rendu compte en se plongeant dedans, enfin, ça fait depuis 2020 qu'on s'en rend compte, mais que c'était pas nécessairement facile pour les marques e-commerce de trouver la bonne manière d'aller analyser l'impact global de tous leurs investissements médias. Notamment quand ils multiplient les leviers publicitaires, notamment aussi quand ils ont une certaine maturité. Donc déjà, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer pourquoi aujourd'hui, c'est pas nécessairement une bonne idée d'aller prendre ces décisions business en se focalisant sur le ROAS, sur Meta par exemple? Ouais, effectivement, c'est une bonne question. Déjà, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des contraintes techniques sur les plateformes publicitaires, notamment l'attribution. Aujourd'hui, chaque plateforme publicitaire a son modèle d'attribution, ce qui derrière rend difficile l'analyse réelle de ce qui est vraiment généré. Par exemple, on peut prendre un exemple pour faciliter un peu le sujet. On découvre une marque sur Instagram, on revient taper le nom de la marque sur Google et le soir, on est reciblé par une publicité Pinterest. Finalement, à l'intérieur de chaque plateforme publicitaire, on va avoir plus ou moins une conversion, mais in fine, on n'en a qu'une seule. Et donc forcément, ça va avoir une problématique parce que tu peux pas prendre les mêmes décisions si tu observes sur chaque plateforme publicitaire que tu as une partout versus donc 3 versus une seule. Donc ça c'est le premier sujet, c'est l'attribution. Oui, effectivement, si à la fin du mois, quand vous additionnez vos totales de ventes sur Meta, sur Google et sur Pinterest par exemple, et que ce total est supérieur au total des ventes que vous avez eues sur votre e-commerce, c'est déjà il y a un gros problème ici. Ouais, et puis ça se comprend du point de vue des plateformes publicitaires parce que Google, on va avoir une attribution plutôt au clic, alors que sur tout ce qui va être lié aux social ads, on est sur de la diffusion. Donc forcément, l'attribution, elle va être manichéenne, c'est 0 ou 1, soit on n'a pas de conversion, soit on a 100% de la conversion. Sauf que parfois, les plateformes publicitaires comme Meta, Pinterest, ils peuvent avoir, par exemple, même s'ils ont 10% d'impact sur l'achat réel, ça, ces 10% n'est pas en mesure de pouvoir les mesurer. Et donc, sur les ad managers, ça va être 100%. Comme tu dis, c'est aussi des leviers de notoriété. Aujourd'hui, on peut découvrir une marque grâce à une ads sur Meta et acheter 6 mois plus tard grâce à une publicité Google, ou en tout cas, le dernier clic sera sur une publicité Google. Mais finalement, la recherche sur Google n'aurait pas eu lieu si 6 mois avant, j'avais pas investi sur Meta pour aller remplir le haut de mon tunnel. Ouais, totalement. Ces contraintes techniques, elles tiennent pas compte du tunnel de conversion. Ouais. Et souvent, d'ailleurs, c'est une problématique qu'on peut souvent avoir aussi dans notre métier, c'est que si on est uniquement jugé sur un levier publicitaire, ça peut être très risqué. Parce que, par exemple, on va caricaturer entre une campagne d'acquisition et une campagne de retargeting. Forcément, le ROAS, il va être beaucoup plus important sur une campagne de retargeting. Mais ça, c'est ce qui se passe à l'échelle d'un business. Ouais, effectivement. Et il y a aussi tous ces problèmes de tracking aujourd'hui. Ouais, effectivement. Aujourd'hui, il y a des solutions qui permettent de les limiter, notamment sur tout ce qui va être AdBlocker ou iOS 14. Mais il y a une chose sur laquelle on peut pas lutter contre, c'est tout ce qui va être lié à la RGPD, donc au consentement des cookies. Ça représente entre 20 et 30% du trafic. Donc forcément, derrière ça, on peut pas le suivre. Donc on n'a pas toutes les données, en tout cas, qui en notre possession pour pouvoir prendre aussi des bonnes décisions. Oui, effectivement. Et quand on a une data imparfaite, faut être vraiment prudent au moment où on la manipule pour prendre des décisions importantes comme
quel est le budget média que je dois mettre sur telle ou telle plateforme pour aller atteindre tel objectif de chiffre d'affaires à la fin du mois. Ouais, bah totalement. Et ça va avoir un gros impact sur la ventilation du budget. Comme tu l'as dit, ça peut être entre les leviers, mais ça peut être aussi en fonction des différents mois. C'est-à-dire que la ventilation du budget, elle va pas être linéaire entre, je dirais n'importe quoi, un mois d'août et un mois de novembre, décembre. Ouais, effectivement. Donc si on résume aujourd'hui, les analyses sur les ads managers, elles prennent pas nécessairement en compte déjà les différents points de contact d'un internaute avec la marque. On a une partie de l'info qu'on peut pas récupérer à cause d'un problème de tracking. Et on peut pas vraiment comparer les leviers entre eux déjà parce qu'ils n'ont pas les mêmes utilités. Un levier comme Google va être beaucoup plus sur le bas du tunnel, tandis que des leviers de social ads vont beaucoup plus servir le haut du funnel. Donc nécessairement, quand on va regarder la colonne ROAS, on va pas pouvoir les analyser de la même manière. Toi qui échanges quotidiennement avec des marques e-commerce, c'est quoi selon toi les conséquences d'une mauvaise analyse, ou en tout cas de trop regarder ces ads managers? Déjà, ça va avoir un impact direct sur les performances parce qu'on le sait, avec un même budget, sans nécessairement gérer à l'intérieur les leviers publicitaires, juste avec une attribution différente d'un investissement, on va pas du tout avoir les mêmes performances. Donc derrière, en conséquence, on va pas nécessairement pouvoir atteindre ces objectifs qu'on s'est fixés, par exemple. Donc ça, c'est une conséquence directe, c'est tout simplement derrière, t'as pas atteint ce que tu voulais atteindre. Ouais, effectivement, déjà pour se fixer un objectif, faut savoir quel est le budget qu'on doit attribuer pour aller atteindre cet objectif-là. Nécessairement, on va pas, dans la plupart des cas, c'est pas réaliste de se fixer un objectif de 100 000 euros de chiffre d'affaires sur le mois en ayant uniquement que 3 000 ou 5 000 euros de budget média, quoi. Effectivement, fonctionner au dos mouillé, ça a jamais trop fonctionné, et c'est une des problématiques, nous, qu'on a finalement aussi rencontré avec pas mal de clients, où c'était pas des choses qui étaient nécessairement gérées, c'est-à-dire que c'était des approximations pour atteindre des objectifs plus ou moins clairs, et donc forcément, derrière, sortir des leviers publicitaires, ça a été aussi une solution nous qu'on a proposée pour pouvoir justement régler cette problématique-là. Nous, aujourd'hui, on est de plus en plus en contact avec des marques qui investissent en publicité depuis 2019, 2020. Donc aujourd'hui, elles ont une certaine notoriété. Elles ont aussi acquis un bassin d'audience et un bassin de clients qui est de plus en plus important. On se rend compte que quand on échange avec elles, elles ont souvent des super retours sur investissement sur Meta, sur Google, mais que derrière tout ça, on ne le ressent pas quand on va analyser l'évolution du chiffre d'affaires, malgré des dizaines de milliers d'euros d'investis tous les mois sur les plateformes publicitaires. Pour toi, ça veut dire quoi, ça? Ça signifie que finalement, les leviers d'acquisition, ils ne servent pas nécessairement juste à faire de l'acquisition, et que derrière, peut-être qu'il y a trop de budget qui va être attribué à du budget, à des clients qui sont déjà clients, et donc derrière, ça va naturellement faire gonfler les ROAS internes de chaque plateforme. Par exemple, sur Google, ça peut être aussi le fait de ne pas bien segmenter la partie marque hors marque. Sur Meta, c'est surinvestir sur du retargeting. Ouais. En fait, on se rend compte que peut-être que ces marques-là, même en investissant 5 000 euros, 10 000 euros de moins, peut-être qu'elles auraient atteint les mêmes objectifs. Ouais, effectivement. Et ça, c'est terrible quand on peut se poser la question, est-ce que si j'avais dépensé 10 000 ou 5 000 euros ou plus de moins le mois dernier, est-ce que j'aurais fait le même chiffre d'affaires plus ou moins? Si la réponse elle est oui, c'est qu'il fallait pas aller dépenser cet argent-là, ou en tout cas aller la mettre ailleurs. Et un petit conseil aussi que j'ai envie de vous partager, c'est quand vous faites votre analyse sur Meta, allez regarder l'attribution à un jour vu. Si vous voyez qu'elle est plus de la moitié, voire 60-70% des conversions sont sur de l'attribution à un jour vu, et que vous avez en plus de ça une forte notoriété, que vous mettez beaucoup de budget en retargeting, c'est certainement que vous surinvestissez sur la plateforme. Et donc ça, il faut pouvoir aller résoudre ce problème-là, et en tout cas être sûr que mois après mois, on ne dépense pas des 5 000, des 10 000 euros pour aller convertir des personnes déjà convaincues. Non, mais totalement. Et puis vraiment, c'est important aussi de remettre l'intérêt des leviers d'acquisition. Comme son nom l'indique, ça doit faire de l'acquisition et pas nécessairement de la rétention. La rétention, on la laisse à Klaviyo. C'est là où d'ailleurs c'est plus il y a plus d'intérêt finalement à aller chercher nos clients existants, mais nous, la manière même dont on va calculer les budgets, etc., c'est important de se dire que nos leviers d'acquisition doivent aller chercher des nouveaux clients, quitte à baisser bien évidemment les ROAS intra-plateforme.
Ouais, effectivement. Et des fois, c'est aussi intéressant parfois d'aller baisser son budget sur Meta ou d'aller prendre la décision courageuse de baisser son ROAS sur Meta, euh, d'aller récupérer une partie du budget pour pouvoir la mettre Mm. ailleurs. Ça peut être sur des campagnes d'influence, sur un autre levier de social ads, sur de la presse, etc. Parce que souvent, c'est là aussi où on va pouvoir aller se montrer et convaincre des nouvelles personnes de nous découvrir pour ensuite derrière rentrer dans un cycle et un parcours qui pourra découler à la fin sur un achat et donc un nouveau client. Ouais, c'est indispensable. De toute manière, il y a un moment donné, si on ne fait pas ça, de toute manière, on va être confronté à un mur. Et pour aller passer ce plafond de verre, on est obligé de passer par ce genre d'initiative parce qu'effectivement, si on regarde toujours et on se concentre sur le bas du tunnel, encore une fois, on va certes avoir des gros retours sur investissement, on va se concentrer sur la conversion, mais au bout d'un moment, pour aller chercher plus d'utilisateurs, derrière, on doit changer de stratégie, on doit aller chercher sur des stratégies un peu plus haut de tunnel, sur de la notoriété. Ça, bien évidemment, ça va pas avoir un impact positif sur le retour sur investissement à court terme, mais c'est ce qui va nous permettre à long terme d'aller débloquer la situation. Ouais. Ça, et c'est juste en prenant du recul sur tout ça, sur les chiffres, qu'on peut faire ce genre d'initiative. Parce que si encore une fois, on se concentre sur les plateformes publicitaires de manière indépendante, on peut pas y arriver. Ouais, en quelque sorte, ce que tu préconises, c'est de faire un pas en arrière et d'avoir une vision un peu écartée des plateformes et aussi une vision un peu plus long terme que ce qui se passe dans l'instantané sur les ads managers. Ouais, exactement. Yes, très bien. Et toi, du coup, qui est confronté quotidiennement à ces questions-là, qu'est-ce que tu as mis en place? C'est quoi les solutions que tu as proposées à tes clients? Nous, ce qu'on a fait, c'est une solution déjà qui est très simple. Le but, c'est pas de surcomplexifier les choses, mais il y a des indicateurs en particulier qu'on va regarder avec nos clients, notamment le cost of sales. C'est le pourcentage de chiffre d'affaires qu'on va attribuer au budget publicitaire. Déjà, Ouais. nous, ça va être un premier indicateur qui va nous permettre de juger si on surinvestit ou si on, tout simplement on sous-investit. Ouais. Et ça va nous permettre de, en tout cas, avoir une meilleure gestion des investissements. Ouais, le cost of sales, si on reprend la formule, c'est le budget marketing sur le chiffre d'affaires. Exactement. Ouais. Et toi, ici, c'est quoi ta préconisation par rapport au COS? Évidemment, un COS, ça nécessite d'avoir des limites et ça va dépendre de chaque business parce que les coûts vont pas être les mêmes. Déjà, c'est de maîtriser ses coûts et d'avoir conscience finalement du budget qu'on veut allouer et le pourcentage de chiffre d'affaires qu'on veut allouer finalement au marketing et plus particulièrement aux médias. Et généralement, ce COS, il se situe aux alentours de combien pour tes clients? C'est une approximation, mais c'est entre 20 à 25% du chiffre d'affaires. Donc, si je veux faire 100 000 euros de chiffre d'affaires le mois prochain, je mets 20 25 000 de budget marketing. Ouais, exactement. Et ici, toi, dans le budget marketing, tu mets uniquement le budget ads ou tu inclus d'autres investissements, d'autres dépenses? C'est vrai que ça va dépendre d'une marque à l'autre parce que y a des marques qui vont aussi avoir une stratégie beaucoup plus étendue avec de la micro-influence, etc. Donc ça, c'est important de faire le ratio dans les dépenses totales qui est consacré aux médias. Pour certains de nos clients, ça va être 90%, pour d'autres, ça va être 50%. Donc c'est pour ça que le ratio et la manière dont on va le calculer va être aussi important. Ouais, effectivement. Puis je pense aussi que c'est important de considérer une marque. Enfin, chaque marque, chaque annonceur doit avoir son propre COS. Peut-être je pourrais te poser la question après de comment on définit son COS et certainement ça passe par une analyse rétrospective des précédentes années et des précédents mois. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'une marque qui va avoir une grosse notoriété, elle peut être exigeante sur son COS et chercher à un COS qui va être de 10%, voire moins, parce qu'elle fait déjà beaucoup de chiffre d'affaires sans avoir besoin de dépenser de budget marketing en ads, etc. Alors qu'une marque qui est toute jeune, qui vient de se lancer, qui n'a pas encore une notoriété très établie, doit accepter de mettre peut-être plus de budget en marketing pour développer son chiffre d'affaires. Ouais, puis encore une fois, tout dépend des coûts et de la marge sur les produits parce qu'effectivement, tout ça, il n'y a pas de règle magique en disant c'est 25% du chiffre d'affaires qui doit être dédié au marketing. En fait, chaque marque est différente. Et puis aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est faire des calculs en amont pour que le bon cost, finalement, c'est ce qui permet derrière d'avoir la bonne équation économique pour que derrière, on soit rentable. Ouais, bien sûr. Oui, toi, tu vas jusqu'à
poser des questions et prendre en compte les charges variables, les coûts fixes, etc. Chez tes clients? Ouais, bah effectivement, nous, de plus en plus, on remarque que, en tout cas, les clients qu'on accompagne n'ont pas nécessairement conscience de ça, ou alors ils ont, pareil, justement, ils entendent des approximations de chiffres, mais ils se sont jamais posé la question de se dire, ok, bah en fait, c'est quoi mon CAC break-even, c'est-à-dire mon coût par achat sur lequel bah, je vais pas perdre d'argent ni en gagner pour pouvoir aller faire de l'acquisition. Ouais. Beaucoup de marques n'en ont pas conscience et nous, bah, finalement, on va poser des questions pour que ça devienne une question, parce que finalement, ça va être assez important tout ça, parce que si on se rend compte que derrière, tout est mal géré, c'est-à-dire qu'on a mal négocié finalement ses coûts de stockage ou ses coûts de fabrication, etc., bah, derrière, il y aura forcément moins de budget sur le marketing. Ouais. Et bah, plus un e-commerçant va être prêt à payer cher son achat, plus derrière, forcément, il va avoir un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Ouais, effectivement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que des performances, finalement, en e-commerce, ça joue sur plein de tableaux, aussi bien sur le fait de bien négocier avec son logisticien ses coûts pour pouvoir se permettre d'avoir un peu plus de budget pour aller acquérir un nouveau client grâce à ses campagnes sur Google, sur Meta, etc. Et comme tu dis, et ça, c'est une vraie chose, et je pense que tout le monde, chaque e-commerçant, chaque marque qui fait de la publicité en ligne doit l'intégrer, c'est que celui qui est prêt à le payer le plus cher son futur client, c'est celui qui gagne. Ouais, bah il y a une erreur qui est souvent trop faite, c'est qu'on veut absolument tirer les coûts vers le bas, mais il y a des coûts qui sont imputables et c'est les coûts des plateformes publicitaires. C'est-à-dire que réduire son coût par achat par deux, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est important de pouvoir maîtriser ça en amont, parce que derrière, ça va nous permettre d'être beaucoup plus confortable sur la marge de manœuvre derrière qu'on peut entreprendre. Ouais, et puis ce qu'il faut, c'est aussi avoir la bonne mentalité. Toi, c'est ce que tu fais. Est-ce que ce que tu fais aussi avec le reste de l'équipe dont tu t'occupes, c'est évidemment c'est d'aller travailler sur tous les tableaux, c'est-à-dire d'aller tirer chaque coût vers le bas le plus possible. Un CPA, évidemment, le diviser par deux, c'est toujours compliqué. Néanmoins, ça reste important de pouvoir le réduire et chercher à le réduire à son maximum. Mais si en même temps, en plus, on cherche à réduire les autres coûts, bah, c'est de cette manière-là qu'on permet de dégager le plus de marge, de bénéfices. Et c'est dans ce sens-là aussi où c'est le plus simple pour une marque d'aller investir. Ouais, concrètement, hein, je dis pas que justement tout est à faire des coûts en amont, non, évidemment. Ouais, bien sûr. L'optimisation pour nous, bah forcément, c'est notre cœur de métier, via la créa, via l'optimisation et via la ventilation des budgets. Mais évidemment, c'est toujours important sur des clients qu'on accompagne depuis un petit moment, de pouvoir remettre ces questions de l'avant pour que l'année suivante, si on est sur une situation où on est un peu sur un plafond de verre, peut-être que derrière, ça peut aller aussi chercher les milliers d'euros supplémentaires pour aller grossir l'année suivante. Donc toi, aujourd'hui, tu as une analyse qui est externalisée des plateformes. L'avantage aussi de cette analyse externalisée des plateformes, c'est qu'elle permet de se baser sur des chiffres qui ne mentent pas, qui sont, comme on l'a dit tout à l'heure, indépendants du tracking qui est souvent mauvais, en tout cas qui ne permet pas d'avoir une analyse parfaite de la situation. Là, on va pouvoir mettre le chiffre d'affaires. En plus, on peut le mettre en hors taxe comme ça, vu qu'on ne gagne pas d'argent sur la TVA. On peut, pourquoi pas, enlever ses frais de livraison pour être le plus proche possible de l'argent qu'on a gagné. Ça permet aussi de mettre son budget marketing. Ça, c'est indépendant du tracking. On sait exactement combien on a dépensé dans son marketing. On peut aussi ajouter ses frais d'agence si c'est important. Enfin, je pense que même c'est bien d'aller ajouter ses frais d'agence. Bref, on va se baser uniquement sur de la data qui est pure, qui est totalement réelle, dont on a le contrôle. Et à partir de là, ça va nous permettre de prendre des décisions et des KPI qu'on va calculer comme le cost. Est-ce que toi, tu as d'autres KPI que tu regardes avec tes clients? Ouais, il y a, comme on a dit, le rôle des plateformes d'acquisition, c'est aller faire de l'acquisition, de chercher des nouveaux clients. Donc forcément, nous, ce qu'on va calculer, c'est un CAC et plus particulièrement un NCAC, donc c'est un coût par achat sur un nouveau client. Ouais. Parce que finalement, nous, ce qui nous intéresse, c'est que ce NCAC-là soit le plus bas possible. Ouais. Et donc forcément, on va mesurer ce KPI-là pour pouvoir voir si finalement l'acquisition d'un nouveau client, elle est rentable ou non, en calculant derrière avec d'autres KPI comme par exemple la LTV, mais ça dépend aussi des business. Le NCAC, tu peux donner la formule? C'est simplement un coût par achat, donc les coûts divisés par les achats, par les nouveaux achats. Ouais, effectivement, ici, donc on prend
tout le volume, les dépenses médias, pardon. toutes les dépenses médias et on les divise par toutes les premières commandes qu'on a obtenues sur son exactement. Shopify ou sur son e-commerce. Ouais, tout simplement. Ok, ouais, effectivement. Au moins, ça permet d'avoir un vrai chiffre sur, ok, j'ai dépensé 20 000 euros le mois dernier sur Meta et sur Google réunis et ça m'a permis d'obtenir pour 20 euros dépensés à chaque fois un nouveau client. Ouais. Ça, c'est une vraie métrique, ce qui permet de prendre des vraies décisions derrière sur, ok, le mois prochain, je veux grandir de temps, je dois avoir autant de nouveaux clients et avec un petit produit en croix, on sait exactement quel budget média on doit aller investir. Ouais, et on regarde pas uniquement le CAC parce que ce qui peut se passer, c'est que si le CRM fait bien son travail, derrière, en fait, ça se trouve, il y a beaucoup de clients existants et peu de nouveaux clients. Et finalement, la balance, elle est quand même assez importante. C'est-à-dire qu'on doit s'assurer qu'il y a suffisamment aussi de nouveaux entrants pour pouvoir derrière, in fine, aller générer plus de chiffre d'affaires sur la durée, justement avec ce fameux LTV. Ouais. Mais effectivement, si on se rend compte que il y a plus de clients existants que de nouveaux clients, ça veut dire qu'il y a peut-être un problème justement sur les plateformes d'acquisition et que nous, il y a quelque chose qu'on fait mal ou alors qu'on n'a pas encore identifié. Ouais, effectivement, et c'est toujours très délicat comme sujet parce que avoir des clients qui réachètent, etc., c'est évidemment une super preuve que le business est en bonne santé parce qu'il n'y a rien de plus viable qu'une entreprise qui arrive à fidéliser ses clients. Mais effectivement, encore une fois, comme on le répète depuis le début de cet échange, vos leviers d'acquisition, ils doivent vous permettre d'aller acquérir des nouveaux clients et non pas d'aller convertir des clients qui sont déjà convaincus que vous êtes les meilleurs. Donc c'est vraiment avoir une analyse la plus transparente possible. Quitte effectivement à avoir des ROAS qui sont plus bas, à l'accepter, mais finalement à la fin, sur le moyen, sur le long terme, c'est ce qu'il y a de beaucoup plus simple pour une entreprise. Ouais, exactement. Et puis quand on est une agence aussi comme nous, ça permet de réaligner les intérêts. Ouais. C'est-à-dire que avant, on était dans une situation où on était vraiment jugé uniquement au retour sur investissement. Ouais. Ce retour sur investissement, il peut dépendre de plein de choses. Comme on l'a dit, on peut nous facilement le gonfler. Ouais. Et passer par ce type d'analyse, ça permet de réaligner. Notre alignement, c'est la croissance et la rentabilité d'une marque. Et en reprenant les chiffres réels, ça, on peut pas mentir. Et ça nous permet aussi d'avoir des discussions aussi plus intéressantes et de recentrer nos problématiques sur ce qui va pas plutôt que faire augmenter absolument ce retour sur investissement. Ouais, effectivement, notre quotidien, il a extrêmement changé depuis 2020. À ce moment-là, on était très concentré sur les plateformes, quelle audience on va lancer, quels ads on va lancer, quel format fonctionne le mieux. Alors, c'est toujours des choses qu'on regarde évidemment, mais je trouve qu'aujourd'hui, ton rôle, celui de l'équipe performance à l'agence, il est vraiment orienté sur ne plus être nécessairement une agence qui fait de l'AS, mais plutôt une agence partenaire de croissance e-commerce pour nos clients. C'est un peu long comme terme, mais finalement, ce qu'on va chercher à faire avec nos clients, c'est de comprendre quels sont leurs objectifs et les accompagner, leur donner des bons conseils pour pouvoir aller atteindre cet objectif-là. Ouais, puis nous, ça nous permet vraiment d'aller chercher des solutions et qu'on n'est plus dans une situation frustrante où en fait, nous, de notre côté, on peut avoir des bons retours sur investissement, mais derrière, ça se passe pas bien. Nous, on a cette vue 360 sur ce qui se passe réellement pour nos clients et donc derrière, d'aller apporter des solutions qui parfois vont aller en dehors des plateformes publicitaires, même si nous, on reste bien évidemment experts sur ces leviers-là, mais ça nous permet de aussi conseiller et puis avec tous les cas pratiques qu'on voit et tous les clients qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, pouvoir aiguiller d'autres et essayer d'aller lever certains freins. Aujourd'hui, comment tu fais pour pouvoir récupérer le COS, pour pouvoir calculer un NCAC? C'est quoi la méthodologie? Effectivement, nous, on va utiliser des outils externes pour pouvoir récupérer les données. Il y en existe beaucoup. Il y a Supermetrics. Nous, on utilise par exemple Power My Analytics qui vont nous permettre de récupérer notamment les dépenses des différentes plateformes publicitaires et puis même en fonction du degré d'analyse, aller chercher toutes les KPI finalement qu'on retrouve à l'intérieur de chaque levier. Et puis après, on va tout condenser dans un Google Sheet où aussi nous, on va essayer de voir ce qui se passe au niveau des CMS de nos clients. Donc ça dépend. Si on est sur Shopify, on peut aussi récupérer toutes ces informations-là automatiquement, mais sinon, on va aller chercher manuellement. Ok. Donc là, par exemple, j'ai un Shopify, j'investis sur Google, sur Meta. Toi, avec Power Analytics, tu vas aller chercher tous les chiffres qui t'intéressent sur chacune des plateformes-là. Tu mets tout dans un Google Sheet. Après, j'imagine que tu fais tes petites formules pour avoir le COS, le NCAC, etc. Exactement.
Et on a un certain nombre de KPI. On a parlé du NCAC, du COS, mais on va aussi plus loin parce qu'on revient sur l'équation économique d'un e-commerce. On va regarder le volume de trafic, le pourcentage de trafic qui est lié finalement aux ads, parce que ça c'est aussi important de voir à quel point on est dépendant de celle-ci. On va regarder le panier moyen, le taux de conversion. Et finalement, tout ça aussi va nous permettre d'aller trouver des solutions. Est-ce que la croissance, elle est due ou la décroissance, elle est due à un problème de taux de conversion, de panier moyen, ou alors de volume de trafic. Peut-être que l'année dernière, on avait une autre source de trafic qui n'existe plus cette année. Et donc derrière, forcément, ça c'est important d'avoir ce genre de tableau pour avoir vraiment une vue globale et prendre du recul sur ce qui se passe. Ouais, il y a plusieurs choses sur lesquelles je veux m'arrêter par rapport à ce que tu dis. Déjà, la première, c'est comparer par rapport à l'année dernière. Ce qui est top, c'est qu'aujourd'hui, ce genre d'analyse, on peut la faire rétroactivement. Quand on a un nouveau client ou même maintenant quand on fait des audits avec des marques qui nous démarchent, on va leur demander ces accès-là et ça nous permet d'avoir une vraie analyse de ce qui s'est passé les précédents mois et de trouver justement des points d'optimisation. Ouais, exactement. Notamment, on parlait tout à l'heure de ventilation du budget. Ça va vraiment, cette analyse par rapport à l'année précédente, elle va vraiment avoir un intérêt. Parce que finalement, on va pouvoir corréler les différents temps forts par rapport aux investissements et de voir sur les mois / temps forts sur lesquels on a surinvesti, lesquels on a sous-investi, et derrière de trouver la juste balance en rectifiant ces éléments-là sur l'année en cours. Et deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est tu parlais de panier moyen, de taux de conversion, et je pense qu'aujourd'hui tu vas être d'accord avec moi, mais toutes les marques avec lesquelles on arrive à atteindre des sommets, à vraiment développer la croissance, c'est des marques où on travaille sur plusieurs chantiers en même temps. On va aller pousser les coûts d'acquisition le plus bas possible. De l'autre côté, on va aller chercher à pousser le plus haut possible le panier moyen et évidemment aller pousser le plus haut possible les taux de conversion. Quand je parle de panier moyen, aussi pour revenir dessus, la LTV, etc., rentre évidemment en compte à ce moment-là. Toutes les marques qui travaillent sur ces trois chantiers en même temps, c'est les marques qui arrivent le mieux à s'en sortir. Effectivement, c'est un travail d'équipe et effectivement, mieux on est staffé sur chacun des pôles, mieux derrière on va arriver à ces objectifs. Et est-ce qu'il existe, pour ceux qui n'auraient pas nécessairement la compétence d'utiliser Power Analytics et de tout plugger, de tout ramener dans un Google Sheet, des outils qui permettent de le faire automatiquement? Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, il y a plein d'outils. Il y a Polar Analytics, il y a Triple Whale. Et il y en a plein d'autres, honnêtement. Après, ces outils-là, l'inconvénient, c'est qu'ils ont un coût. Et donc, ils sont adaptés à des plus grosses structures. Pour des moyennes / petites structures, moi, je recommande vraiment de mettre le nez dans tous ces tableaux, quitte à les faire manuellement. Parce que déjà, ça va permettre d'avoir un meilleur contrôle et une meilleure compréhension de ce qui se passe au global. Ouais, effectivement. Moi, je suis d'accord avec toi. Des fois, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir des belles courbes, des beaux diagrammes. L'important, c'est de se concentrer sur les KPI qui comptent, de récupérer la data qui est naturelle et qui ne ment pas. Et déjà, rien qu'à partir de là, on peut prendre de bonnes décisions et voir beaucoup plus clair. Et surtout, à la suite de ça, se fixer des vrais objectifs réalistes. Ouais, effectivement. Et je pense que ce qui est important, c'est de partir le plus simple possible, c'est-à-dire de ne pas surcomplexifier avec trop de KPI au départ. Parce que finalement, l'enjeu principal, c'est que l'équation soit bonne. C'est que derrière, ce qu'on génère couvre nos dépenses, voire même plus pour maximiser la rentabilité. Et ensuite, une fois qu'on a passé ce palier-là, essayer d'aller plus granulairement pour aller chercher des optimisations. Mais avant ça, ce que je conseille, c'est d'aller au plus simple possible. Ouais, effectivement. Et le plus simple possible, c'est déjà regarder le chiffre d'affaires, les bénéfices qui sont faits mois après mois. Et effectivement, comme on le disait tout à l'heure, des marques qui ont une certaine maturité, qui investissent des dizaines de milliers d'euros sur Meta, sur Google et qui ont des super ROAS sur les plateformes, mais qui ne voient pas de croissance proportionnelle sur leur chiffre d'affaires par rapport au budget qu'elles mettent, là, c'est qu'il y a déjà un problème. Donc, c'est important de, entre guillemets, remettre l'église au milieu du village et de regarder ce qui compte vraiment. Et ce qui compte vraiment, c'est le CA et les bénéfices qu'on a fait à la fin du mois. Ouais, si on devait récapituler les bonnes pratiques finalement d'une marque, une marque qui réussit, c'est, comme tu l'as dit, c'est une marque qui fait un effort sur chacun des canaux, que ce soit le CRM, le CMS, c'est-à-dire toujours aller optimiser son site, aller chercher les meilleures offres, en tout cas les tester,
tester de landing page, etc., tester ses offres produits, mais aussi finalement tester sur les plateformes publicitaires. Donc toute cette maîtrise des différents leviers, mais aussi c'est une marque qui maîtrise ses coûts, c'est-à-dire qui sait exactement jusqu'où elle peut aller et jusqu'où elle peut dépenser pour aller chercher un client. Déjà, ça, c'est indispensable aujourd'hui. Plus on a de maîtrise sur ce qu'on fait, mieux derrière, on pourra aller chercher de la croissance et de la rentabilité. Ouais, effectivement. Et ça, j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire. On voit aussi des marques, des fois, qui ont des super ROAS, mais en fait, c'est aussi synonyme qu'elles ne dépensent pas assez. Ouais. Et en fait, ne pas dépenser assez, c'est s'empêcher d'aller chercher des opportunités qu'on a juste devant nous. Donc, ce calcul, d'aller trouver quel est le juste milieu, quel est le bon coût par achat ou le bon cost à aller atteindre, c'est celui qui permet d'éviter de tomber dans ce genre de piège. Ouais, totalement. Et juste pour revenir rapidement sur l'analyse manuelle, toi aujourd'hui tu fais une full analyse sur Google Sheet ou est-ce que tu utilises d'autres outils qui te permettent de sortir des reportings aussi sympas à montrer à la direction? C'est vrai que c'est plus sympa de montrer des belles choses que des tableaux Google Sheet compliqués. Donc en général, nous on couple ça avec du Looker Studio, c'est-à-dire qu'on vient récupérer la data du Google Sheet. Ouais. Parce qu'on condense ça dans une base de données et on vient la mettre sur un Looker Studio pour que ça ait une meilleure gueule. Évidemment, je te posais la question, je connaissais déjà la réponse. Évidemment, on vous mettra un petit exemple en partage d'écran, mais tu as fait un super travail pour déjà remonter toute la data, les bons KPI et bien éduquer nos clients sur les chiffres à aller regarder. Et en plus de ça, tu as fait un super travail pour pouvoir tout sortir et tout rendre sympa à regarder dans un document en PDF qu'on peut envoyer à nos clients tous les mois ou à la fréquence qu'ils le souhaitent. Donc ça, franchement, c'est top et merci beaucoup d'avoir fait ce travail-là. C'est vrai que ça sert. Je pense que ça sert à tout le monde, que ce soit nous en interne, mais aussi finalement quand on est dans une entreprise, on a souvent une hiérarchie, et donc derrière il faut vendre ces chiffres-là. Donc il y a aussi ces problématiques et donc ça permet d'aller aussi vendre tout le travail qui est fait en amont. En plus de ça, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, ça change clairement notre position vis-à-vis d'un client. Ouais. Nous, on est là pour l'aider à faire de la croissance mois après mois, faire en sorte que le mois d'octobre soit meilleur que le mois de septembre, que le mois de novembre soit meilleur que le mois d'octobre, et ainsi de suite, tout en étant, en assurant derrière une croissance saine et durable. C'est-à-dire qu'on a une courbe de chiffre d'affaires qui augmente de la même manière que la courbe des investissements, et pas des courbes qui se croisent, sinon à un moment, il y aura un problème. Ouais. Donc ça, je trouve que ça redonne du sens quand même à notre métier. Et ce qui est top, c'est que finalement, les solutions qu'on a à proposer, elles sont à chaque fois très nombreuses. Alors, on peut soit je pensais sur la créa, soit regarder les offres commerciales, se créer des nouveaux temps forts, améliorer le panier moyen, trouver des solutions pour améliorer le taux de conversion. Je ne vais pas faire une liste exhaustive sur le sujet, mais en fait, il y a toujours des dizaines et des dizaines de solutions qu'on a devant nous. Ouais, et puis ce genre de tableau, justement, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de choses à faire. Du coup, ça permet aussi de les reprioriser en fonction de l'impact qu'on va avoir finalement dans l'équation finale. Ouais, effectivement. Et effectivement, quand on a des super performances, c'est jamais acquis pour l'éternité. Donc, il faut toujours faire attention à s'améliorer sans cesse sur les différents points dont on vient citer. Et à l'inverse, quand on a tendance à se dire, OK, on stagne, on est en train de ralentir, on n'a pas une croissance satisfaisante par rapport aux efforts marketing qu'on met à côté. Généralement, il y a toujours des solutions à côté, mais parfois, elles ne sont peut-être pas là où on a l'habitude de les chercher, c'est-à-dire sur les ads managers, sur la colonne ROAS, à couper cette pub-là ou à couper cette adset-là. Mais ça se situe ailleurs et ce genre de tableau, ça permet de s'en rendre compte de manière assez simple. Trop bien, tu vois des choses à ajouter sur le sujet? Je crois qu'on a fait un bon tour du sujet. On a fait un bon tour. C'était un épisode assez technique. Je pense qu'il faudra le regarder 2 fois pour bien le saisir parce qu'il y a beaucoup de termes techniques à l'intérieur. En tout cas, c'est vraiment beaucoup de valeur ajoutée que tu viens de nous partager là, Valentin. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cet épisode ou de l'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour l'invitation. C'était top. Je t'ai invité, tu étais juste au-dessus au bureau. C'est toi qui as accepté de me rejoindre et de parler de ce sujet-là. Tu en as très bien parlé. Merci beaucoup à toi, Valentin. C'est top. Merci aussi d'avoir autant pris ce sujet parler debout et d'avoir trouvé des solutions comme celle-ci. Je sais que nos clients en sont très content de ce reporting. J'espère aussi. Donc, si vous voulez qu'on vous le présente ou si vous avez des questions sur ce qu'on vient de dire, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, ce sera avec plaisir. Et puis, si vous avez appris des choses dans cet épisode, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne,
mettre un like, mettre un commentaire. C'est le meilleur moyen de nous donner de la force, de nous donner envie de continuer à faire ce genre d'échanges-là. Et puis, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine.